Bienvenue Éric Branca. Vous êtes historien et journaliste. Vous venez de publier un ouvrage en tout point passionnant, La République des imposteurs. C'est chez Perrin et c'est en vente sur le site TVL. Vous pouvez aller directement à la boutique, vous procurer cet ouvrage qui est une chronique indiscrète de la France d'après-guerre, 1944-45 jusqu'à 1954. Passionnant et incroyablement impressionnant, et on va en parler tout de suite. La 4e République, elle constitue pour notre pays l'une des périodes les plus folles de l'histoire contemporaine. Et pourtant, comme vous le rappelez vous-même, cet ancien monde est très négligé par l'historiographie contemporaine. Et quelles en sont les raisons? Alors, il y en a deux. On s'intéresse au début de la 4e République, c'est-à-dire à la libération, à l'épuration, et puis à la fin, c'est-à-dire les drames coloniaux, l'Indochine, l'Algérie, donc à sa naissance et à sa mort. Mais quand elle a été en vitesse de croisière, si j'ose dire, on en parle très peu. Or, c'est une période qui a vu non seulement des scandales, mais des situations vraiment inédites. À mon avis, il faut remonter au Directoire, entre la Révolution française et l'Empire, pour trouver des situations pareilles. Mais ça, c'est très troublant, parce que vous êtes le seul à avoir dit jusqu'à nouvel ordre que l'après-guerre et le Directoire, c'est quasiment le même combat. Ah oui, complètement. Miroir, des phases d'un même miroir. Dans l'ordre de la corruption, dans l'ordre du mensonge, d'où le titre des imposteurs. Alors, il y a une raison matérielle à ça, dont on ne parle jamais. C'est que, sous la Révolution, beaucoup d'archives patrimoniales avaient disparu. Il n'y avait pas d'état civil, mais c'était les églises, les presbytères qui gardaient les actes de naissance, et beaucoup ont brûlé. À la fin de la guerre, à partir de 42-43, à la grande époque des bombardements américains, dans certaines régions, notamment en Normandie, dans le nord de la France, vous avez eu 20 à 30% des archives qui ont disparu. Et donc, c'était la tabula rasa de l'état civil. Donc je dis que c'était une provocation pour tous les malhonnêtes. Qui vont s'engouffrer dans la brèche. Qui vont s'engouffrer à l'intérieur. Puis vous ajoutez à ça des faux papiers qui avaient été faits pour la résistance, des gens qui étaient dans les administrations, qui avaient fait de vrais faux papiers, en quelque sorte. Puis ces papiers ont disparu, soit que leurs détenteurs ont été arrêtés par la Gestapo, par la police de Vichy, soit que les résistants eux-mêmes s'en sont servis après-guerre pour des activités moins justifiables. On va voir quelques cas. Mais avant, quand même, une question, parce que pour illustrer cette période, vous mettez en exergue le film de Jacques Audiard, né d'un roman de Jean-François Degnaud, un héros très discret, et vous affirmez qu'à tous les étages de la société, j'ai bien noté, tout n'était que travestissement, mensonge et dissimulation. Je vous rappelle, Éric Branca, qu'on parle d'une période où s'illustrent des personnalités comme De Gaulle, Bidault, Blum, Ramadier, Pinet, Edgar Faure. Travestissement, mensonge et dissimulation. Vous me connaissez, vous savez bien que De Gaulle, je ne le comprends pas là-dedans. Bon, mais les autres, oui. Mais il est clair que sous son gouvernement, ces choses ont prospéré. On ne peut pas dire le contraire. Et donc tous ces personnages-là, vous leur donnez une responsabilité dans... bien sûr, bien sûr. Bien sûr, quand un gouvernement... de l'imagerie, d'Épinal quasiment, pour Blum, Ramadier, même le président Pinet... Quand vous voyez qu'un personnage comme le procureur général Mornay a été désigné pour juger le maréchal Pétain, alors qu'il avait été l'un des 3 très hauts magistrats qui avaient statué sur la situation, des Juifs naturalisés pendant la guerre, vous vous dites qu'il y a tout de même quelque chose qui cloche. Non, parce qu'il a été un magistrat qui n'avait pas prêté serment de fidélité au chef de l'État. Oui, parce qu'il était à la retraite. Et c'est ça la vérité. C'est que De Gaulle voulait quelqu'un qui n'ait pas prêté serment. Et donc on a trouvé ce personnage qui était à la retraite. Et on a découvert ensuite, c'est d'ailleurs Pierre Laval qui a son procès à faire remarquer, qu'il s'entendait très bien pendant la période précédente. Ce qui a d'ailleurs rendu fou furieux Mornay, et ça peut expliquer aussi les conditions assez épouvantables de la mort de Pierre Laval. Mais Mornay intervient directement dans les derniers moments de Pierre Laval. Absolument. Pierre Laval se suicide, comme vous savez, et il avale une capsule de cyanure, il donne ordre qu'on le ranime, ça se passera comme ça 2 fois, et il sera emmené à peine conscient devant le peloton d'exécution, alors que les médecins présents, il faut le laisser tel qu'il est, enfin on ne va pas ranimer un mourant. Mais si on l'a ranimé, et ça c'est une exigence de Mornay. Mais Mornay qui dit qu'il fallait obtenir pour Pétain et Laval la peine de mort au nom, c'est ça qui est intéressant, de la haine sacrée. Absolument, c'était son expression. C'était son expression. C'est un personnage qui, pendant la guerre, donc je disais, il faisait partie des 3 magistrats qui statuaient sur la situation des Juifs, et il est celui qui en a gracié, enfin qui en a
qui a fait en sorte que le plus possible soit dénaturalisé et donc aille vers les camps. C'est incroyable parce que les Juifs français qui n'étaient pas dénaturalisés, ils étaient protégés. Leur situation n'était pas enviable, mais ils étaient protégés. Alors que les autres, on sait ce qui leur arrivait. Mornay était un des plus farouches partisans de la dénaturalisation. D'ailleurs, pour montrer que l'époque était un terreau favorable à toutes les usurpations, à tous les complots, vous prenez donc des exemples parfois inimaginables. Alors, vous vient de citer Mornay, mais pour l'imposture, vous citez le seul élu de la nation, député, qui n'a pas été gratifié de la moindre notice biographique, dites-vous, et on apprend rapidement pourquoi. Voilà, il s'agit de Jacques Ducreux. Jacques Ducreux, son vrai nom était Tacquenay, c'était le nom de sa mère, et ce personnage avait fait partie de l'agence Inter-France pendant la guerre. C'était une des pires agences collaborationnistes qui était payée directement par les autorités allemandes. En plus, il faisait du renseignement pour le SD, les services secrets de la SS, où il dénonçait tout le monde, et il espionnait même le gouvernement de Vichy. Et ce personnage avait été, évidemment, recherché, condamné à mort à juste titre à la Libération. Il s'est échappé, il a changé d'identité, il s'est fait grossir de quelques kilos, une bonne vingtaine, personne ne l'a reconnu. Avec une fausse identité et plusieurs jeux de faux papiers, il réussit à se faire appeler Tacquenay. Il se fait élire député radical aux législatives de 1951 et début 52, il a un accident de voiture. Et cet accident de voiture, il glisse sur une plaque de verglas et les gendarmes découvrent dans sa serviette un jeu de faux papiers, beaucoup d'argent, des passeports, des noms différents, etc. C'est terrible pour le parti radical qui avait promu un des pires personnages de la collaboration sans le savoir et qui, d'ailleurs, soit dit en passant, faisait campagne pour la probité publique. Il s'était fait élire sur le thème de la probité. Voilà. Un seul député de la nation qui n'a donc pas sa notice biographique sur les 16 366 parlementaires recensés depuis 1789. Enfin, il y a son nom, c'est tout. Il n'y a que son nom, alias Tacquenay, et c'est tout. Voilà, le député des Vosges. Il y a d'autres cas comme ça aussi incroyables. Ah oui, et puis il y a des personnages qui en plus ont vraisemblablement causé un tort terrible à l'armée française. Je pense par exemple... Il y a quelqu'un qui s'appelait Jacques Perret. Jacques Perret était le héros de l'affaire dite des généraux. Il était l'homme de confiance du général Revers. Il faut prononcer Revers, car ceux qui prononçaient Revers étaient très mal vus, puisque pour un général, c'est ennuyeux. Et il avait été chargé de faire sa promotion, sa communication, on dirait aujourd'hui, on ne le disait pas à l'époque. Et l'idée était qu'il ait sa 5e étoile et surtout qu'il devienne chef d'état-major général des armées, ce qu'il est devenu. Comment se finançait-il? Car ce malheureux Revers n'avait pas les moyens de le payer. Il se finançait en vendant des rapports secret défense, et notamment le fameux rapport Revers, qui donnait en 1950 toutes les positions de l'armée française en Algérie, en Indochine, excusez-moi. Et il a vendu ce rapport aux Viet Minh, sans doute aux communistes chinois, sans doute aux soviétiques, et puis aussi aux Américains qui, comme vous le savez, en Indochine, jouaient un double jeu et avaient tout à fait envie de prendre notre place une fois que nous en aurions été chassés. Eh bien, ce personnage, qui était donc recherché pour fait de collaboration, oui, ça j'ai oublié de le dire, il avait été milicien, et il joignait l'utile à l'agréable, si j'ose dire, puisqu'il était celui qui fournissait et qui fabriquait les uniformes de la milice. Et donc lui, alors il était poursuivi pour fait de collaboration, poursuivi pour trafic d'influence, pour mise en danger de nos soldats. Il a disparu en Amérique du Sud, on ignore quand il est mort, vraisemblablement au début des années 60, mais il est passé entre les gouttes de l'histoire avec une facilité déconcertante. Parce qu'à chaque moment, dans cette période-là de la 4e République, on retrouve au plus haut niveau des complicités. Ah mais c'est ça. On a retrouvé, quand la DST a fait une enquête sur ce Perret, elle a trouvé toute sa comptabilité. C'est-à-dire que il avait plusieurs carnets avec des sommes en francs, en anciens francs, mais enfin 200 000, 300 000, 400 000 anciens francs, avec le million aussi, et en face, le nom du destinataire. Et donc, il y avait des dizaines de parlementaires et des ministres qui étaient concernés. Alors, il y a eu des procédures en haute cour qui ont commencé, puis ça a été soit des non-lieux, soit ça s'est enlisé, on n'en a plus parlé. À travers le cas Mornay qu'on évoquait, le procureur général qui a fait condamner le maréchal Pétain et Pierre Laval, il y a le cas de toute la magistrature. Alors, une magistrature dont vous dites qu'elle était épuratrice, mais pas épurée. Et pas épurée. Jean Galtier-Boissière, le grand Jean Galtier-Boissière, qui était à la tête du Crapouillot, qui avait créé le Crapouillot, et qui avait été, il faut le dire, exemplaire pendant toute la guerre, a dit finalement on a fusillé que des journalistes.
il n'y a pas un magistrat, pas un. Il y en a qui ont été relevés, d'autres qui ont été déplacés, mais c'est tout. Et vous avez des gens qui ont quand même condamné des résistants, qui ont siégé dans les commissions spéciales, dans les sections spéciales de Vichy, et qui se sont retrouvés de farouches épurateurs, avec à l'encontre de gens qui n'étaient seulement que dénoncés, et qui n'étaient pas tous coupables. Cette même non-épuration, elle existait dans la police. La police a été plus épurée, finalement. Absolument, absolument. La police a été nettement plus épurée que la magistrature. D'ailleurs, c'est pas compliqué, elle n'a pas été épurée, la magistrature. Il n'y a pas eu de révocation. Il y a eu quelques mises à la retraite, il n'y a même pas eu de révocation. Vous démontrez aussi, bien évidemment, que cette période-là, c'est celle qu'on évoque, celle de l'épuration. C'est un moment aussi oublié de nos livres d'histoire, des fois par un peu... tristesse ou honte ou difficulté, parce que vous parlez d'au moins 12 000 oui, à peu près, victimes. À peu près. Il y a un chiffre qui a couru après la guerre et qui était faux, qui était un chiffre de 100 000. C'est évidemment très exagéré. Il avait d'ailleurs été évoqué en réponse aux mensonges des communistes qui prétendaient qu'ils avaient eu 100 000, puis ensuite 70 000, puis ils sont arrêtés à 50 000 fusillés. C'est évidemment faux. Ils en ont eu beaucoup, c'est incontestable, mais en tout cas pas ce chiffre-là. Et donc on a dit, oui, mais il y a eu aussi 100 000. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas eu 100 000 morts. Il y a vraisemblablement 12 000, peut-être un peu plus, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas porté plainte. Mais dans cette affaire d'épuration sauvage, qui s'est tout de même très vite arrêtée, que De Gaulle a arrêté dès qu'il a repris les choses en main à partir de septembre-octobre 1944, la résistance n'est pas seule en cause. Il y a eu aussi d'authentiques maquis de malfaiteurs, de bandits qui se sont fait passer pour des résistants. J'en cite un notamment, le fameux maquis Lecause, qu'on appelle maquis alors que ça n'avait rien d'un maquis. C'était exactement comme les grandes compagnies sous l'Ancien Régime ou les chauffeurs au XIXe siècle. Ce personnage était un repris de justice avant-guerre qui avait été engagé par la Gestapo en 1941, sorti de prison, pour infiltrer les maquis. Et qui, ayant le vol dans le sang, avait fini par voler les Allemands en 1944. Il avait vu un coffre-fort ouvert à la commandanture, il avait pris ce qu'il y avait dedans. Et donc il s'était retrouvé à son tour poursuivi par la Gestapo. Et donc ça lui a servi au moment où il a senti le vent tourner à se faire passer lui-même pour un résistant, et il a créé un faux maquis qui s'appelait le maquis Lecause, qui a sévi essentiellement en Indre-et-Loire, mais enfin, en gros, dans toute la région de l'ouest de la France. Et il a pillé des châteaux, torturé des malheureux qui avaient pour seul défaut d'être des bourgeois, des châtelains, des gens vus, etc. Il les torturait, il les tuait, il les volait. Et alors ensuite, évidemment, il a été tout de même confondu, et c'est la résistance, et c'est Michel Debré, pour ne pas le nommer, qui était commissaire de la République à Angers, qui l'a fait arrêter, il a été fusillé. Bon, mais c'est le seul qui a été fusillé. Et ces personnages ont tout de même sali la réputation de la résistance, bien que ça n'ait pas été des résistants. Et vous dites que ça n'a pas sali le général de Gaulle. Il est au courant de tout ça. Ah ben, il est au courant, il y a mis fin. Il y a mis fin. Il y a mis fin. De Gaulle explique dans ses mémoires qu'il a une jolie phrase, il dit « J'étais comme Macbeth penché au-dessus du chaudron des sorcières ». Il n'a pas pu immédiatement mettre fin à tout ça parce qu'il ne maîtrisait pas l'entièreté du territoire français. Et que sa priorité était une priorité qui allait au-delà du maintien d'ordre, qui était une priorité de recouvrement de la souveraineté nationale. Et notamment de l'indépendance de la France. Il fallait aller aux frontières, il fallait chasser les Allemands et puis surtout il fallait prendre des gages en Allemagne pour faire partie, pour être à la table des vainqueurs à la fin. Et donc, il dit qu'il a eu à choisir, très clairement, il le dit, entre un maintien de l'ordre, c'est-à-dire consacrer au maintien de l'ordre une armée qu'il considérait comme mieux employée à combattre les Allemands. Et donc, il y a eu ces 4 ou 5 mois qui ont été très, très compliqués. Sur ces 12 000 victimes, est-ce qu'on peut considérer qu'il y avait 12 000 coupables qui avéraient, qui méritaient sous une forme ou sous une autre la peine de mort par leur comportement ? Certainement pas. Il y a eu, je considère, nous allons dire que la justice a fait son travail. Eh bien, la justice, nonobstant ce que nous avons dit sur les magistrats, a condamné 750 personnes. À peu près. Je cite de mémoire, c'est peut-être un tout petit peu plus à la condamnation à mort. Le reste, c'est de l'épuration extrajudiciaire. Alors, dans cette épuration extrajudiciaire, il y a évidemment des gens qui s'étaient affichés avec les Allemands, qui avaient trafiqué avec les Allemands, qui avaient dénoncé des résistants, et ceux-là ne l'ont sans doute pas volé. Mais il y a eu aussi des gens qui ont été victimes d'une justice politique. Alors, qui est responsable ? C'est le Parti communiste qui met en pratique sa justice populaire et une épuration sans entrave ? Le Parti communiste est particulièrement illustré dans le sud de la France,
notamment à Nîmes, à Toulouse, etc., où il y a eu vraiment des tribunaux populaires. Et quand De Gaulle, ça a été un de ses premiers actes quand il est rentré en France, d'aller sur place pour remettre de l'ordre là-dedans. Mais si vous voulez, entre le débarquement, donc 6 juin, et le retour de Gaulle à Paris, 25 août 44, il y a eu énormément d'excès. Bien sûr. Quand il arrive à Paris, le général de Gaulle, on a ces images en mémoire de son arrivée à Notre-Dame de Paris. Il y a des tirs. Il y a des tirs oui. Qui, dit-on, le visent ou visent la foule. Et on interprète cela comme étant, bien évidemment, des derniers snipers, si vous me permettez l'expression, du pouvoir vichiste ou de la collaboration. Vous dites, c'est pas vraiment le cas? Non. De Gaulle lui-même le dit, je cite De Gaulle dans ses mémoires, lui ne croit absolument pas à ça. Lui, il pense que c'est une manœuvre du Parti communiste pour l'intimider, parce qu'au même moment, le premier acte de Gaulle, d'ailleurs ça va arriver dans les jours qui suivent, c'est de désarmer les milices communistes. Et les milices communistes disent, mais nous sommes très utiles, parce que c'est à nous de faire l'épuration, etc. Et lui pense, il l'écrit dans ses mémoires. C'est drôle parce que c'est des passages qui sont rarement cités. On cite tout le temps De Gaulle, on cite les mémoires, mais on ne les lit pas. Il faut les relire, c'est très intéressant. Il met en cause le parti là-dedans. Et d'ailleurs, quelques jours après, il désarme les milices communistes et il leur dit, si vous voulez servir votre pays, vous rentrez dans l'armée. Alors, dans cette atmosphère complètement délétère de l'après-guerre, vient le temps des comploteurs et des complotistes. Et on a le cas, par exemple, d'un ministre de l'Intérieur. Là aussi, je découvre dans cet ouvrage cela, c'est un passage incroyable, en juin 47, qui convoque une conférence de presse parce que l'on a, je cite, tenté de renverser la République. Absolument. Voilà, mais c'est en fait une stratégie plutôt qu'un complot. Voilà, c'est l'histoire du plan bleu. Alors le plan bleu, c'était une bande d'illuminés et d'escrocs, très important, et d'escrocs, qui voulaient notamment soutirer de l'argent au service français et au service américain. On était en pleine guerre froide à l'époque, et on avait l'obsession d'un coup de force communiste, obsession qui n'était pas entièrement factice, mais qui est tout de même assez exagérée. Et donc il y avait des agrafins qui soutiraient de l'argent au patronat, aux gens qui en avaient, et puis aux Américains, C'était le tout début de la CIA qui s'implantait en France, avec les fameux réseaux Stay Behind, c'est-à-dire des gens qui étaient prêts à résister à une invasion soviétique, et ces agrafins se tiraient de l'argent. Et puis il y en a qui ont fini par croire à leur mission, notamment un pauvre châtelain breton, un peu simplet, pas du tout malhonnête, mais qui s'est fait totalement manipuler, et à qui on avait dit « mais vous serez le prochain président de la République ». Et alors évidemment tout ça a été démantelé, on a trouvé des Américains là-dedans, on a trouvé mais essentiellement des escrocs, et le ministre de l'Intérieur socialiste de l'époque, Édouard Depreux, s'est dit mais c'est formidable, on va dire que c'est les gaullistes qui sont derrière, parce qu'à l'époque la 4ème République a deux ennemis eux-mêmes adverses, le Parti communiste et les gaullistes qui se combattent, mais on essaie de les embraguer dans des complots qui, en l'occurrence, qui n'existent pas. Je lis le ministre de l'Intérieur et c'est amusant parce que ça va donner énormément d'actualité à notre propos. Ensuite, le but des conjurés, explique Depreux, était de déclencher la guerre civile. Des troupes blindées en provenance, les unes de la zone d'occupation, les autres des garnisons bretonnes, devaient apporter aux insurgés une aide précieuse, etc., etc. C'est le grand complot. Ah oui, c'était le grand complot. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de complotisme aujourd'hui, mais c'était l'époque des complots et des complotistes, c'est-à-dire des gens qui voyaient les complots là où ils n'existaient pas, parce qu'il n'y a jamais eu un véhicule militaire mobilisé dans cette affaire-là. Il y a une grande entreprise que je ne citerai pas qui a prêté 2 ou 3 camions pour transporter des conjurés qui ne sont jamais venus. Le type de méthode, ce type de méthode, elle porte un nom, c'est la stratégie de la tension. Bien sûr. On la verra 20 ans plus tard avec la CIA et les services secrets italiens. Cette stratégie de la tension, est-ce que, Éric Brancaille, on sort un peu de cet ouvrage, est-ce qu'elle est d'actualité en 2024 dans le climat de trouble? Par exemple, on a l'impression qu'on soulève des complots fantasmés d'extrême droite pour un peu amuser ou abuser la galerie. Est-ce qu'on n'a pas non plus ces gouvernements du mensonge, ces gouvernements de l'imposture, de dissimulation? Je crois que quand un gouvernement ne maîtrise plus rien,
qui c'est d'ailleurs des gouvernements qui se sont eux-mêmes dessaisis de leurs instruments de souveraineté. Je ne veux pas faire de politique sur l'Europe, mais enfin, les gouvernements d'aujourd'hui sont moins souverains par leur propre faute que ceux d'hier, et a fortiori d'avant-hier. Et donc, ils sont évidemment tentés de mettre sur le dos des autres leur propre impéritie. Alors, la seule chose que je vois avant de vous poser la dernière question, c'est quand même d'essayer d'être l'avocat du diable, parce que vous dites en conclusion, la 4e République fut en tout point et la 3e en pire. Ah oui, en pire, parce que la 3e a tout de même eu une première partie assez glorieuse. Et vous dites, ça a laissé la part belle aux mythomanes, aux corrompus, et là vous en citez 1000 autres dans l'ouvrage, il faut vraiment le lire pour le croire, et qui prospère toujours quand l'État disparaît et que la forme prime le droit. Mais en fait, est-ce que c'était quand même pas le prix à payer, en quelque sorte, après les crises, les désordres qui s'affichaient, après une si terrible guerre pour notre nation, voire pour toute l'Europe? Est-ce que c'était pas prévisible? C'était sans doute prévisible et inévitable, mais je crois que cette ampleur n'a jamais été aussi... on n'a jamais atteint une ampleur pareille, vraiment. C'est pour ça que je le compare au directoire avec le point commun des usurpations d'identité. Mais par exemple, après la guerre de 70, qui a été quand même un grand traumatisme, la perte d'Alsace-Lorraine, il y a eu l'affaire des décorations, il y a eu les chécards de Panama, il y a eu tout ça. Mais il y avait un État qui, malgré tout, reprenait le dessus, une volonté générale qui s'appliquait. Enfin, vraiment, la 4e République, je dirais que le verre a été dans le fruit immédiatement. La 3e, c'est venu plus tard. Quant à la 5e, elle a tenu, je dirais, une bonne vingtaine d'années. Et puis les choses ont commencé à se déliter à un certain moment. Quand on parle de la République des valeurs, il ne faut donc pas parler de cette République-là. Ah, je crois. De laquelle il faut parler? La 5e a bien commencé pour moi. D'accord. 70 ans. Alors, nous sépare de la République des imposteurs que vous décrivez. Malgré un renoncement historique, institutionnel, politique, sociologique, foncièrement différent, cette accusation d'imposture est redevenue, de fait, celle que les Français jettent à la tête de leurs dirigeants, au visage de leurs dirigeants. De la 4e à la 5e République finissante, on a l'impression que tromper le peuple, c'est une constante, finalement. C'est une constante quand les instruments de gouvernement ne sont plus là. C'est à partir de 1988 que les sondeurs et les politologues ont vu monter l'abstention, considérablement. Et puis ensuite, l'accusation effectivement de mensonge, elle est arrivée, mais alors très nettement, après l'affaire du traité de Lisbonne. C'est-à-dire quand les Français ont dit non à la Constitution européenne et que la Constitution rejetée par la porte est rentrée par la fenêtre sous les auspices de Nicolas Sarkozy. Et là, on a vu la cote de confiance d'à peu près tous les partis se déliter. Et ça s'est passé sous la 4e, après l'affaire de la CED, quand l'affaire de l'armée européenne, la fameuse armée européenne qui n'avait rien d'européen et qui était entièrement dirigée par le Pentagone des États-Unis, a été rejetée par une coalition qui allait des communistes à ce qu'on appellerait aujourd'hui l'extrême droite, puisque pour rejeter la CED, De Gaulle a fédéré tout ça, mais ça allait des communistes au général Weygand, qui ne portait pas De Gaulle dans son cœur. Et cette coalition a triomphé de la CED, et à partir de ce moment-là, personne ne croyait plus personne. Parce qu'on a expliqué aux Français qu'ils allaient être défendus par eux-mêmes, alors qu'ils étaient défendus par une armée dont le commandement était de l'autre côté de l'Atlantique. Et tout le monde s'est aperçu de cette espèce de décrochage et s'est allé à toute vitesse, à toute vitesse. La 4e République est morte, pourrie sur elle-même. Elle a donné naissance à la 5e. La 5e est finissante, en train de pourrir. On peut bien le dire aussi, c'est moi qui vais le dire, en train de pourrir. Qu'est-ce qui va suivre? La 5e, ce qui l'a sauvée, ce sont ses institutions. Mais quand les hommes ne suivent pas, ils ne sont pas adéquats avec les institutions, les institutions sont des charpentes qui ne soutiennent plus rien. Et la 5e République, elle a fonctionné tant que des hommes incarnaient les institutions. On ne peut plus dire que c'est le cas. Et pour que tout cela disparaisse, que la République des imposteurs disparaisse, qu'est-ce qu'il faut faire, Éric Branca? Alors là, je sors de ma compétence. Merci beaucoup. La République des imposteurs. Vraiment, lisez l'ouvrage. Vous serez surpris, comme je l'ai été, par 1000 faits rapportés et qui prouvent que, véritablement, il fallait faire cette chronique indiscrète de la France d'après-guerre. Merci, Éric Branca. Merci.